Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau tuto dédié à ClickHouse. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir par mail les vidéos, à soutenir la vidéo si elle vous apporte des choses, donc un petit pouce en l'air et également en parler autour de vous. Alors aujourd'hui, on va continuer sur la lancée de notre vidéo d'introduction lors de la vidéo précédente et on va s'intéresser à l'OLAP versus l'OLTP. On en avait brièvement parlé lors de la vidéo précédente, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail cette fois-ci. Et tout cela a pour but de simplement poser les bonnes fondations pour ensuite vous permettre de vous aguerrir en matière de gestion de base de données. Alors jingle et c'est parti. Alors commençons par l'OLTP pour Online Transactional Processing. Alors comme son nom l'indique, on s'intéresse aux transactions et qu'est-ce que c'est que des transactions? Tout simplement c'est un bloc d'instructions unifié. Et c'est un petit peu le modèle historique des bases de données. Quand on parle de MySQL, MariaDB ou Postgre, on parle d'OLTP. Alors concrètement, le traitement des transactions dans l'OLTP, il se fait ligne à ligne. Donc on parle plutôt d'un mode stream en opposition à un mode batch qui va regrouper un ensemble de transactions ou d'instructions qui vont être réalisées et envoyées en gros blocs ensemble pour injecter plein de lignes en même temps ou modifier plein de lignes en même temps. Et de ce fait, l'OLTP se doit d'être à l'aise avec l'insert, bien sûr, mais également, bien sûr, avec les updates et les deletes. C'est des opérations qu'on a l'habitude de réaliser, notamment dans le cas de traitement ligne à ligne. Et bien sûr, en trame de fond des transactions, il y a bien sûr le caractère ACID d'un moteur de base de données. Alors ACID pour atomicité, cohérence, isolation et durabilité. Alors l'atomicité, pourquoi? Tout simplement parce qu'un bloc qui est représenté par une transaction est constitué de différentes instructions à l'intérieur et on considère que c'est l'ensemble qui doit être réalisé pour considérer que cette transaction soit réalisée en son ensemble. Si l'une des instructions failed au sein de la transaction, c'est l'ensemble de la transaction qui failed. Alors la cohérence pour les databases, c'est-à-dire qu'on va considérer que si on a quelque chose qui est écrit quelque part, il doit être écrit partout, ou en tout cas considéré comme écrit partout. C'est un petit peu la délicatesse avec les bases de données hautement distribuées. Alors I pour isolation, tout simplement parce que bien sûr on peut accéder en même temps à un ensemble de données, donc des transactions qui peuvent être concurrentes, et il y a des systèmes comme le MVCC ou d'autres systèmes qui vont permettre de gérer l'ordre des transactions et la concurrence des transactions d'une manière générale. Et bien sûr durable pour prévoir le cas du crash, c'est-à-dire faire en sorte qu'en cas de crash, on n'ait aucune perte de transaction et qu'on puisse redémarrer. C'est ce qu'on trouve avec les WAL, les Write Ahead Log. Alors l'OLTP aussi généralement fait appel à un modèle qui est dit normalisé. Alors c'est un modèle dit relationnel avec différentes tables, des tables parents, des tables enfants et des jointures entre les deux. Et le fait de se baser sur un modèle relationnel, généralement on va pas être basé sur un modèle orienté résultat, mais plutôt un modèle orienté stockage. C'est-à-dire qu'on va avoir différentes tables et pour pouvoir en sortir un résultat, il va falloir créer une requête qui va permettre d'assembler ces tables. Ce qui n'est pas le cas généralement avec les modèles de type OLAP ou orienté colonne. Alors c'est là qu'interviennent les deux définitions de clés primaires et de clés étrangères. Les clés primaires sont les clés présentes dans la table et les principales clés de cette table. Et les clés étrangères, c'est quoi? C'est tout simplement des clés qui sont présentes dans d'autres tables et qui vont permettre de faire ces jointures. Et ce modèle normalisé s'oppose au modèle dénormalisé. On verra ça dans une prochaine vidéo, pas forcément ClickHouse. Et derrière, son impact, c'est quoi? Tout simplement, c'est qu'on va avoir des données qui vont être non dupliquées. Par exemple, si j'ai une personne qui habite dans une commune, ce qui va se passer, c'est que le nom de la commune, je vais le sortir et je vais l'enregistrer dans une autre table. Je vais donc avoir un numéro, un identifiant, qui va me permettre de faire la jointure entre les deux tables. Et le jour où j'ai besoin de faire une modification du nom de mes communes, peut-être que j'ai oublié tout simplement un petit trait d'union, peu importe, j'ai besoin de faire des modifications, et bien je vais le faire une fois pour toutes dans la table des communes sans modifier la table de mes personnes. Donc ça, c'est le principal fait de cette normalisation. L'impact derrière, bien sûr, c'est que les données sont non dupliquées, c'est-à-dire qu'une data que j'ai enregistrée dans ma table, donc le nom strictement de la commune, je ne vais pas le stocker X fois que j'ai de personnes qui habitent dans la même commune dans la table des personnes. C'est bien deux choses différentes.
Et c'est le fondement du modèle normalisé. Alors quelques noms de modèles normalisés, on en a parlé tout à l'heure, donc Oracle, PostgreSQL, MariaDB ou MySQL, et puis IBM DB2. Alors maintenant qu'on a vu les principales bases de l'OLTP, on va voir maintenant l'OLAP, pour Online Analytical Processing. Alors c'est un modèle qui est utilisé notamment pour réaliser des statistiques et faire ce qu'on appelle pivoter les données. C'est-à-dire qu'on a une donnée qui est prévue pour être exploitée dans un sens, et bien pour des besoins d'analytique ou de statistique, on va la retourner dans l'autre sens. C'est un petit peu, si on faisait le parallèle, le tableau croisé dynamique, le fameux bon vieux tableau croisé dynamique de Excel. C'est-à-dire qu'on va retourner la donnée, agréger les données, faire des calculs, grouper, et ça c'est ce qu'on appelle faire pivoter la donnée. Et ça va permettre notamment d'avoir un regard différent sur les données et faire plus d'analyse. Alors une première contrepartie à ça, bien sûr l'OLAP est très à l'aise avec les inserts. Et oui, c'est son fonds de commerce l'insert, ce qu'il veut lui c'est de la donnée. Par contre le problème c'est que son but ne va pas être forcément de bien gérer les deletes et les updates, ou en tout cas pas le faire de manière efficace, rapide et à faible latence. Alors en opposition au mode stream de l'OLTP, l'OLAP lui va se baser plutôt sur un mode batch pour l'insert. C'est-à-dire qu'on va envoyer des gros blocs avec plein d'inserts à l'intérieur. On a dit qu'on faisait pas trop d'updates et pas trop de delete. Donc du coup plein d'inserts et on va injecter de la donnée en masse comme ça de cette manière-ci. Et généralement la manière dont sont pensées les bases de données OLAP, comme on dispose de très peu de tables, ce qui va se passer c'est qu'on va vouloir avoir un résultat qui va être directement contenu dans notre table. C'est-à-dire que la table va avoir exactement la forme de la sortie qu'on va souhaiter avoir. Bien sûr, avant tout traitement de type agrégation, calcul statistique, etc. Abonnez-vous et cliquez sur rejoindre pour soutenir la chaîne Xavki. Consultez la page d'accueil de la chaîne pour retrouver toutes les playlists et plus de 1500 tutos. Vous y retrouverez également tous les liens de la chaîne, y compris les podcasts. Alors l'autre particularité de l'OLAP, ça va être la capacité à avoir des tables avec vraiment beaucoup de colonnes et beaucoup de lignes. Mais attention, ça ne veut pas dire parce qu'on a beaucoup de colonnes qu'on va pouvoir en interroger beaucoup à la fois. Justement, l'efficacité repose sur le fait d'interroger peu de colonnes, mais par contre un très grand nombre de lignes pour pouvoir faire des statistiques. Et la latence va être un peu plus importante, néanmoins c'est quelque chose qui a tendance à se lisser avec le temps. Ces moteurs de base de données OLAP, généralement, exploitent de mieux en mieux le hardware, c'est-à-dire les SSD NVMe avec du CPU, et puis également du réseau avec de fortes capacités. Et puis, de l'autre côté, ce qui va se passer également, c'est que les moteurs vont évoluer. La manière dont vont être pensés les moteurs vont être extrêmement adaptés à l'exploitation de données de masse. C'est le cas pour ClickHouse. Alors une autre contrepartie par rapport à cela, ce qui se passe, c'est qu'on a des bases de données qui sont distribuées, voire très largement distribuées. L'inconvénient de ça, c'est que pour réaliser l'acide qu'on a vu tout à l'heure, ça va être très compliqué, notamment pour réaliser la cohérence, puisqu'on a dit que celle-ci était la garante d'avoir une database qui va être identique partout. Bien sûr, on ne parle pas d'avoir quelque chose qui est complètement différent partout, mais juste un petit temps de latence entre le temps où la donnée va être écrite sur un serveur et répliquée sur un autre serveur dans le même état. Mais on parle généralement d'opérations en microsecondes. Alors les bases de données OLAP, comme ClickHouse par exemple, sont des modèles de type orienté colonne. Et c'est un modèle qui s'oppose au modèle row. Alors ce modèle row, on peut le voir ici à gauche. Son intérêt, ça va être la capacité à collecter l'ensemble des informations d'une ligne, puisque les données, quand elles sont stockées dans les data files, c'est-à-dire au-delà de la couche logique sur la couche physique, ces données sont stockées ligne après ligne. Donc toutes les données d'une même ligne se situent les unes à côté des autres. De fait, quand on veut récupérer une donnée d'une ligne précisément, ça va être très rapide puisqu'on la récupère quasi instantanément, puisque les données qui sont concomitantes à chacun des éléments de la ligne vont être juste présents dans un bloc l'un à côté de l'autre. Alors le principal défaut de ce type de base de données orientée raw, c'est que lorsqu'on va vouloir faire des traitements qui sont généralement plutôt de l'analytique, plutôt associés au type OLAP, dans le cadre de l'OLTP, on va être un petit peu bloqué. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on va vouloir faire des analyses sur un très grand nombre de lignes, on va avoir besoin de parcourir l'ensemble des éléments de chacune des lignes, y compris les éléments dont on n'a pas besoin. C'est-à-dire que si je prends une seule colonne et que je veux faire une statistique sur cette colonne, par exemple un écart type, je vais être obligé de scanner et de parcourir l'ensemble des lignes, y compris
tous les éléments dont je n'ai pas besoin, et donc je vais perdre un temps considérable. Et c'est là où intervient le renversement finalement de l'orienté colonne. Sur l'orienté colonne, les data files, c'est-à-dire les données qui sont en dessous de la couche logique, telle que vous la voyez, eh bien ces données sont stockées par colonne. C'est-à-dire que on va avoir des lignes de stockage sur fichier qui vont représenter finalement une colonne. Une colonne va être stockée en format ligne. Et derrière, ça a pour conséquence que si je veux faire une statistique sur une ligne donnée, par exemple toujours mon écart type, eh bien je vais prendre finalement mon fichier, lire une seule de ces lignes, ça c'est un petit peu grossier, mais lire une seule de ces lignes, faire mon calcul d'écart type, et finalement à l'intérieur de ce calcul, je vais avoir besoin de scanner quasiment aucune donnée en dehors de la donnée réellement utile. Et là, je vais gagner un temps considérable. Et ça, je vais pouvoir le faire sur plusieurs colonnes à la fois. Bien sûr, il ne faut pas en exagérer. Et on le verra plus tard, mais ClickHouse a un autre intérêt, c'est que lui, en plus de cette qualité d'orienter colonne, c'est que pour chacune des colonnes, il va être capable de découper ces colonnes en morceaux, qu'on appelle des vectors, et donc ça va lui faire gagner un temps considérable, et ça va permettre notamment d'optimiser l'utilisation des cœurs au niveau du CPU, puisqu'on va avoir un ensemble de vecteurs, donc des ensembles de blocs qu'on va pouvoir traiter en parallèle. Bien sûr, on verra tout ça un peu plus dans le détail un peu plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao!